Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur le thème des addictions. Cette semaine, j'ai pu interviewer Pierre Martin, qui est psychologue cogniticien et qui a fait pas mal de recherches en addictologie. Le but de mon questionnaire était d'avoir les éléments nécessaires pour savoir si nous sommes addicts à quelque chose et surtout d'avoir les clés pour sortir de cette addiction. Personnellement, j'ai beaucoup appris au travers de cette conversation. J'espère que cet épisode pourra vous aider si vous êtes sous l'emprise d'une addiction. Dans tous les cas, vous aurez accès au résumé écrit de cette interview sur ma page Patreon, dont le lien est dans la description. Et je vous souhaite une bonne écoute. Quand je vois cette cigarette, je me dis, mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça pendant autant d'années, d'un plaisir comme ça? Je suis tellement content, ça y est, j'ai réussi à commencer. Alors mes copains, ils en reviennent pas, ils me demandent tous, ils me disent tous, mais comment t'as fait, quoi? Comment t'as fait? Nous, ça fait des années qu'on essaie de commencer la cigarette, on n'arrive pas. Comment t'as fait? Je dis, attendez les gars, attendez, comment j'ai fait pour commencer la cigarette? Il y a un mot, la volonté, ok? Parce que toutes vos conneries, genre, on va commencer progressivement. Aujourd'hui, je prends une taf, demain deux tafs, après-demain une demi-cigarette, ou bien, ouais, dans une semaine, je vais aller me faire coller des patchs pour m'habituer à la nicotine, petit à petit. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Tu veux commencer la cigarette, si t'es un homme, tu te réveilles un matin, tu dis « Je commence !» et tu commences. Ah non, je dis pas que ça n'a pas été difficile, t'es fou, quoi. Attends, ah bien sûr, au début, c'est super difficile. Attends, t'as la gorge qui pique, la tête qui tourne, t'as la fumée qui te revient dans les yeux, t'es obligé de l'éviter. Non. Non, je te dis pas que tu vas sortir la fumée par le nez la première semaine. Non, il y a des étapes, il y a... Ouais, c'est tellement bon. Non, nice. La classe. Mais quand je pense à toutes ces années où j'ai pas fumé, je me sens nul, hein. Toutes ces minutes perdues, ces heures perdues à rien faire avec rien dans les mains, rien dans la bouche comme ça. Non mais ce que je fais, en revanche, c'est que je me mets volontairement dans des états de nerfs pour être super énervé et apprécier après une bonne cigarette. Ce que je fais, je rentre chez moi des fois, je suis calme, tout va bien, tout ça, et je commence une petite dispute avec ma copine, rien que pour être énervé après, tu vois, Bon, elle m'a rien fait, c'est vrai, mais j'ai une série de thèmes et de techniques universelles que vous devez sans doute connaître, qui l'a fait décoller au quart de tour. Alors ce qu'il faut faire, j'arrive comme ça, je dis bonjour, je la regarde, je marque un temps, et là, il faut dire qu'est-ce que t'as? Ce qu'est-ce que t'as, là, il peut te renverser la maison, c'est un truc de fou. Là. Alors elle dit rien, il faut dire ne me dis pas qu'il n'y a rien, je te connais par cœur. Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Deuxième fois, ça commence à monter chez elle un petit peu. Et là, il faut prendre chaque mot qu'elle dit, le répéter un peu plus énervé, se l'approprier, et là, elle craque. Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Elle dit rien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive à moi? C'est à moi qu'il arrive quelque chose, mais c'est la meilleure, ça! Il faut dire c'est la meilleure. Souvent dans les disputes, ça revient. C'est la meilleure, ça! On dirait qu'elle t'a raconté une blague. C'est la meilleure, ça! Et là, elle va dire, attends, s'il te plaît, il m'arrive rien, il t'arrive rien, t'es en train de péter les plombs. Ouais, j'ai pété les plombs! Mais bien sûr, j'ai pété les plombs! Bravo, madame! Bravo! Et là, je vois le paquet de cigarettes, mais je suis pas assez énervé, je vais pas l'apprécier, donc je continue un peu à me chauffer. Et là, je lui sors des vieux dossiers. Alors, je lui sors 2-3 vieux dossiers, elle craque, elle pète un plomb, elle pleure, moi aussi, je pleure, je craque. Et là, j'allume ma cigarette et pour pouvoir légitimer et authentifier toute cette situation, je tire une taf et je dis toujours « Ouais, de toute façon, tu me comprendras jamais, toi. » Attention, il est très important pour moi de me réconcilier avec elle, hein, oh. Bah, d'abord parce qu'elle m'a rien fait. Oh. Et aussi pour... Arrêtez Ah non. Des fois on fait l'amour pendant des heures, je pense rien qu'à la cigarette, je vais fumer après, ça me m'étonne. Non mais je vous rassure, je m'acharne pas toujours sur elle, j'ai d'autres techniques pour être énervé. Ah des fois je fais un truc, ça me met dans un état de nerfs, mais j'apprécie bien la cigarette. Ce que je fais, je vais voir des spectacles qui durent au moins 6 heures ou 7 heures, sans entracte. Donc tu peux pas fumer pendant 6-7 heures, il faut que le spectacle il soit sur un thème avec lequel je suis pas d'accord à l'avance. Comme ça j'ai les boules, et de préférence dans une langue étrangère, comme ça je comprends pas ce qui se passe, ça me rend malade. Je lis déjà le programme, je suis remonté, mes copains me disent tu fais quoi ce soir? Je dis je vais au théâtre, ne me prends pas la tête toi. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que j'arrêterai jamais la cigarette. Non, j'arrête. Non, et puis je sais que j'ai la volonté de pas arrêter. Hein,
Non, non, non. Déjà que ça a été galère de commencer. Allez. Bon, mais déjà, bonjour Pierre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Bonjour Kevin, pas de problème. Alors moi je suis psychologue cogniticien et ergonome de formation. Alors est-ce que tu pourrais expliquer à quoi ça correspond? Parce oui, que, bien sûr. Scientifique. Déjà j'ai fait un parcours de psychologie entier, donc jusqu'au titre de psychologue. Et sur les 2 dernières années je me suis spécialisé sur l'ergonomie et mes travaux de recherche portaient, ça va peut-être vous éclairer un petit peu, portaient sur comment est-ce que les comportements s'adaptent et les attitudes s'adaptent face aux technologies. Comment est-ce qu'on change nos comportements et nos attitudes en rapport avec les technologies. Et du coup, les sujets sur lesquels je suis amené à travailler, c'est aussi bien la captation, la gestion de l'attention, la charge mentale, les habitudes de vie, l'attitude envers la technologie, l'acceptabilité plus générale, etc. D'accord. Très en contexte avec la thématique. Alors, je vais directement mettre les pieds dans le plat. Surtout au vu de la situation. Alors pour ceux qui écoutent l'épisode, là aujourd'hui on est en mars 2021 suite à 2 confinements et actuellement en couvre-feu. Je voulais savoir si justement ces contraintes sociétales n'amenaient pas une certaine adaptation du mode de vie et qui pourraient amener de nouvelles formes de dépendance. Oui, alors déjà pour la dépendance, je vais un petit peu dédramatiser, et c'est vrai que moi, pour venir ici, j'étais dépendant de ma voiture, par exemple. J'avais le choix, je pouvais venir à pied, en vélo ou en bus, mais j'ai choisi la voiture. J'ai choisi la voiture. J'ai choisi la voiture, c'est. Et après, il y a une autre dépendance à midi. Pour manger, j'étais dépendant de mon repas. J'étais dépendant de ma gazinière pour me cuire mes pâtes. Ouais. Et un autre type de dépendance, hier, pour m'occuper le soir, j'étais dépendant de ma série du soir à la télé, tu vois. Donc déjà on voit que là il y a différents types de dépendance. Je suis en train de me dire que je suis dépendant à ma série moi aussi. Oui, bon voilà, on dépend tous de choses. Après c'est sûr qu'il y a des besoins, c'est différent, on répond à un besoin, et pour ça on a plus ou moins mis en place des solutions petit à petit qu'on va préférer à d'autres. Et c'est ça sur lequel déjà mon premier message, si je peux me permettre, c'est on a tendance, en faisant nos choix, à orienter nos comportements futurs. D'accord. Si je veux te donner un exemple, là, pour reprendre la voiture, j'ai choisi la voiture, et à force de choisir la voiture pour venir te voir, je vais avoir du mal à imaginer de nouvelles pistes, à voir les possibilités, les lignes de bus qui mènent jusqu'à chez toi, etc. À force de répéter ce même choix, en fin de compte, tu finis par croire qu'il n'y a que ce choix. Exactement. Donc, on a tendance un petit peu à se mettre un peu des œillères quand on investit, quand on s'engage dans une direction. On a tendance un petit peu à se mettre des œillères sur les autres directions que l'on peut emprunter. D'accord. Mais alors, à partir de quel moment on peut considérer qu'une dépendance pose problème? Alors, c'est vrai que la dépendance, avant de rentrer dans les critères un petit peu du DSM carré du psychologue pour dire qu'est-ce qu'une dépendance pathologique, je voulais remettre un petit peu de contexte sur ces dépendances. Tout d'abord, on a une grosse influence sur les relations sociales dans lesquelles on est. Quand on est dans une relation sociale, dans une famille où il est normal de regarder la télé le soir, eh bien, regarder la télé le soir, on ne considère pas qu'on est dans une dépendance pathologique. On est dans une norme du soir, une habitude, un rituel. C'est la même chose pour à peu près tout le temps. C'est-à-dire, on est sans arrêt en train de questionner un petit peu dans notre environnement si on est un petit peu normal ou si finalement on est un petit peu en train de dévier, on a un comportement qui est excessif par rapport à cette norme. Cette norme-là, elle nous est posée un petit peu par les médias, elle nous est posée par les pouvoirs publics, mais sans aller aussi loin, on peut considérer que déjà dans notre entourage proche, on a des points de repère pour savoir si notre comportement est normal ou s'il est excessif. Voilà. Pour prendre l'exemple simplement, je ne suis pas sûr que le temps de télévision soit le même en Occident que en Asie ou alors qu'au sud de l'Afrique, quoi. Après, je ne sais pas, mais
Ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment Déjà dépendant. qu'il y ait une télévision. Exactement, exactement. Même si je pense que justement dans ces pays où les technologies arrivent d'un coup et de façon très massive, comme c'est le cas pour le téléphone portable, eh bien il n'y ait pas justement la difficulté de poser une norme sur ce comportement. D'accord. C'est-à-dire que quand d'un coup tout le monde a un téléphone portable pour s'envoyer des messages, etc., sur les réseaux, du jour au lendemain, on n'a pas forcément de recul pour savoir qu'est-ce qui est normal. Est-ce que c'est normal de l'avoir à table? Est-ce que c'est normal de l'avoir quand on est en train de, je sais pas, sa femme est en train d'accoucher? Ou est-ce que, enfin, sur des moments critiques de notre vie, on n'a pas forcément de référentiel. D'accord. Bon, Donc en gros, une dépendance, elle dépend déjà d'un choix que l'on a répété jusqu'à penser qu'il n'y a pas d'autre choix possible. Oui. Et d'une norme, en fin de compte, de ceux qui nous entourent. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, comme la norme sociétale, avec les lois ou la politique actuelle. Mais du coup, à partir de quel moment on peut considérer vraiment qu'une dépendance est pathologique? Parce qu'on est d'accord qu'il y a quand même des dépendances, enfin, moi je parle d'addiction, peut-être à tort, qui sont néfastes, comme certains clichés, l'idée de la malbouffe répétée, l'idée de fumer sur toutes ces pauses de boulot, l'idée de picoler à outrance, même si c'est entre amis, le fait de picoler en overdose, le fait de jouer son salaire sur une table de casino. Bon, je pense avoir fait le tour au niveau des exemples très clichés, mais du coup, à quel moment on peut dire qu'un comportement addictif est néfaste? Alors, les comportements néfastes, on va dire, ce sont ceux qui finalement se positionnent à l'excès, c'est-à-dire quand on vient se comporter de façon excessive d'une certaine façon. Là, on est plus ou moins, on est plutôt d'accord. Et je voudrais d'abord juste préciser le point commun entre toutes les addictions, les comportements que tu viens de citer, qui sont quand même très différents. On va dire pourquoi est-ce qu'ils sont différents de la conduite, et ça va nous aider un petit peu à avancer qu'est-ce qui est néfaste et qu'est-ce qui l'est pas. Oui. Parce que je pense qu'il ne faut pas seulement se dire bien, pas bien, et il faut aussi surtout chercher qu'est-ce qui motive ces comportements. Donc déjà, pour revenir au parallèle à la voiture, quand je fais ce comportement de conduire, je fais pour sortir, il y a un besoin derrière, c'est aller faire quelque chose. C'est pas forcément une fin en soi, bien qu'on peut être addict à la conduite en elle-même, mais dans ce cas-là, on tombe dans une autre catégorie, et c'est là où je voulais en venir, c'est la catégorie bien-être. Ça veut dire on fait l'activité non pas pour une finalité, on la fait pour elle-même, parce que finalement on trouve qu'il y a une forme de distraction, parce que ça nous permet d'oublier le temps qui passe, on appelle ça le flow, on rentre dans une espèce de flow, et finalement on ne voit plus le temps passer, on est dans un état de bien-être. Et il y a un deuxième élément qui vient renforcer ce comportement, c'est la libération de dopamine. C'est-à-dire que dans le cerveau, il y a des mécanismes qui font que pour pouvoir se sentir bien dans ce comportement, on sécrète une hormone qui finalement vient renforcer les comportements que tu es en train d'avoir. Et c'est les mécanismes qui sont essentiels pour l'apprentissage, qui sont essentiels pour la mémoire, qui sont essentiels en fait pour donner une valence positive à ce que tu es en train de faire. D'accord. Donc voilà, donc je voulais juste te dire qu'il y a quand même une spécificité sur ces dépendances de loisirs et de bien-être, et qui se retrouvent dans la dépendance à l'alcool, à la cigarette. Donc il y a une part de mieux-être au travers de toutes les addictions dites pathologiques. Exactement, il y a une part de mieux-être, il y a un bénéfice que l'on en retire, et ce bénéfice-là, c'est ce que l'on vient chercher. Maintenant, le moment où ça pose problème, c'est le moment où finalement on voit que l'on est en train de perdre le contrôle sur ce que l'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité à pouvoir, quand on dit je m'arrête quand je veux, c'est essayer de se dire je vais essayer de moins le faire, ou je vais essayer de ne plus le faire. Et déjà ça, c'est un bon indicateur pour savoir si on est vraiment aux commandes, et si vraiment on rentre dans une addiction plutôt qu'une dépendance à une solution. D'accord. Donc le premier critère pour savoir si l'on est addict, c'est d'essayer de ne plus le faire et de se rendre compte qu'on n'y arrive pas. Tout à fait. Déjà, le meilleur moyen, c'est d'essayer de compter combien de fois on le fait, et de voir si on arrive
à moins le faire? Est-ce que on peut se dire, bon ben, par exemple pour l'alcool, se dire, bon ben, à table je ne boirai pas un seul verre, on invite des amis, je ne vais pas boire un verre d'alcool. Est-ce qu'on arrive à le faire? Ou est-ce que finalement on se fait toujours embrigader? C'est pas le seul critère, hein, mais déjà c'est un bon indicateur pour se dire, est-ce que ce comportement-là, j'ai le contrôle dessus? D'accord. Mais alors, est-ce qu'il y aurait d'autres critères? Parce que si je me dis oui, mais moi je bois 2 verres de vin à table, j'arrive très bien à boire qu'un seul verre. Est-ce que du coup, je ne suis pas addict? Oui, alors pour le contexte de l'alcool, on peut imaginer que oui, le deuxième critère, en fait, c'est quand ça pose un problème que les personnes de ton entourage ou toi-même a un problème avec ce comportement. On peut imaginer que tu ne prennes qu'une dose. On voit que c'est pas une question de quantité, parce que si tu prends qu'une dose d'héroïne, j'en sais rien, même une fois par mois, on peut imaginer que ça pose problème quand même à ta compagne ou à d'autres personnes. Donc, on n'est souvent pas le meilleur juge pour savoir si son comportement est adapté et justifié ou non. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de rester un petit peu alerte vers les autres. Qu'est-ce qu'ils pensent un petit peu de son attitude et de son comportement? D'accord. Donc le deuxième critère, ce serait plutôt le retour de l'entourage, oui, qui dit attention, ça c'est excessif ou ça c'est pas bon pour toi. Oui, voilà, il faut compter sur les autres. D'ailleurs, c'est souvent un des points communs avec les personnes qui souffrent d'addiction, c'est un isolement social. C'est-à-dire que la personne, justement, va éviter absolument que des personnes puissent porter un jugement sur cette addiction. En fait, c'est une façon de se protéger et de protéger le comportement que l'on a. Souvent, on ne veut pas voir, tout simplement. J'avais pas pensé à cette vision. Mais du coup, ça voudrait dire qu'en fait, la personne sait, ou peut-être de manière inconsciente, qu'elle est addicte, et du coup, pour ne pas qu'on lui renvoie, elle préférera s'isoler qu'à ce qu'on lui dise attention, ça c'est pas bon pour toi, ne le fais pas. Oui, tout à fait. Pour rester dans l'addiction. Ou cacher le comportement, les gens qui partent fumer, ils partent marcher et prendre un cachou pour aller fumer une cigarette. Et l'histoire de maintenir en fait ce comportement, ils préfèrent ne pas le montrer aux autres pour conserver une image. On est très dépendant des autres de façon générale pour l'image que l'on a de nous-mêmes. Et du coup, souvent quand on veut conserver une image positive auprès des autres, on cache ce comportement. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez commun dans l'addiction. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres critères? Alors voilà, le dernier critère que je voulais évoquer, c'est est-ce que ça a un impact sur déjà les activités qu'on faisait, qui nous procuraient du plaisir dans le passé. Alors ce critère-là, il est difficile parce que des fois, en fait, on a, par exemple pour le cas du jeu vidéo, le jeune peut avoir toute sa vie joué aux jeux vidéo jusqu'à 30 ans ou 40 ans et se poser la question finalement il n'y a pas d'activité dans le passé qui lui procurait autant de plaisir, etc. Mais en tout cas ça peut être un indice un peu ponctuel, c'est-à-dire avant il y avait des choses que je trouvais sympas à faire et qui aujourd'hui me plaisent moins. Donc déjà là on reprend un petit peu l'argument une fois que j'ai choisi une solution, elle a tendance à être préférée aux autres solutions. Voilà. Une fois que j'ai choisi de regarder la télé et que je le fais régulièrement, eh bien, je vais tendance à préférer regarder la télé que faire d'autres choses. D'accord. Donc c'est ce focus que l'on a à laisser de côté les choses que l'on aimait faire avant et ne pas les faire. Il y a le deuxième pendant de cette question, c'est est-ce que ça a un impact sur la scolarité ou sur la situation professionnelle? C'est-à-dire est-ce que la personne, elle arrive quand même à conserver une forme d'autonomie? Est-ce qu'elle arrive à accomplir les projets qu'elle se fixe? C'est vraiment une dimension un petit peu fourre-tout, mais la question qu'on peut se poser là-dedans, c'est est-ce que la personne arrive à devenir celle qu'elle pourrait souhaiter être malgré ce comportement? Est-ce que ça l'en empêche ou est-ce que ça la freine? D'accord. Donc en gros, premier critère, j'essaye d'arrêter, j'y arrive pas, ou de réduire. Deuxième critère, mon entourage, que ce soit amis, famille ou proche, me dit c'est mauvais pour moi. Et troisième critère, c'est un mode de vie ou c'est quelque chose qui m'empêche de faire ce que je souhaite faire ou de réussir, peu importe le domaine, oui, parce que je le fais passer de manière prioritaire en fin de compte. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de quantifier la consommation sur les verres d'alcool, par exemple, dire je bois tant de verres, je souhaite diminuer. Quel est cet intérêt de quantifier? Alors, sur la quantification, c'est d'ailleurs tout
tout le programme Weight Watcher, je sais pas si tu connais, c'est un programme pour perdre du poids, et la première chose qu'on demande à la personne, c'est justement de venir compter un petit peu, de peser chaque aliment, de venir compter, de répertorier, de faire un suivi. Et l'impact que ça a un impact psychologique sur la régulation qu'a la personne. Alors ça a plusieurs impacts, hein. Mais le premier impact, la personne réalise et elle arrive à scorer un petit peu à combien elle en est pour savoir à combien elle souhaiterait réduire. Voilà, c'est une approche quantitative où on se dit aujourd'hui je prends tant, je consomme tant. Et mon objectif, ça serait de réduire d'un tiers, j'en sais rien. On peut se dire, voilà, on se fixe un objectif et on essaye de construire un chemin pour y arriver. Et c'est pas tant pour se dire, tiens, un verre d'alcool par semaine, ça va, 2 verres d'alcool par semaine, ça va, etc. Ces normes-là, elles dépendent d'énormément de facteurs, culturels, physiologiques, etc. Donc, on ne pas forcément s'attaquer à la quantité comme un jugement, mais plutôt comme le premier appui sur lequel on peut venir après s'appuyer pour entreprendre une démarche et essayer de se dire tiens, je suis en train d'y arriver. D'accord. Ouais, donc ça, la quantification, en fait, ça permet de sortir un petit peu des normes de santé publique, il ne faut pas boire plus de 2 verres par jour. Si vous aviez l'habitude d'en boire 5 tous les jours, ne serait-ce que de passer à 3, c'est déjà un bon pas, même si vous êtes au-dessus de la norme, en gros. Mais bon, l'idée serait quand même de réussir à passer sous cette norme de santé. Je vois que sur les critères, d'ailleurs, ça m'étonne, parce que sur les 3 critères, il n'y en a pas un qui est en lien avec la santé ou avec le rapport avec la diminution de la condition de vie ou autre. Oui. Ces critères, ils sont basés sur quoi ? Alors, disons que les problématiques de santé, ils sont difficilement objectivables. D'accord. Les lobbies de cigarettes, pour prendre l'exemple tout bête, les lobbies de cigarettes se sont attaqués à produire des études en pagaille prouvant que la cigarette n'est pas forcément le seul responsable du cancer du poumon, ou en tout cas pas aussi responsable que ça. Oui. Et il est souvent très difficile de faire parler les épidémiologistes sur des sujets. Alors, ça avance quand même un petit peu, et on le voit dans l'histoire de l'épidémiologie. Il y a des choses quand même qui ont été sanctionnées. L'alcool s'est fortement trouvé régulé. Avant, on avait le droit de boire au volant sans problème. Il y avait même des publicités qui parlaient de jamais prendre le volant jamais sans mon picon, des choses comme ça. On peut retrouver les publicités sur Internet. C'est vrai. Et puis c'était même une norme. Enfin, je sais qu'il y a eu une époque où on soignait les enfants de mal de gorge ou autre. On leur mettait de l'agnole sur un sucre et ils prenaient ça avant d'aller au lit. Pour la médecine, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que là, moi, je reste dans les sujets récréatifs. C'est vraiment quand on buvait avant de prendre le volant, c'était pour justement décupler les sensations de la conduite. D'accord. C'était vraiment pour un but de loisir. C'est vrai qu'il y a pour les buts médicaux, évidemment, mais quand on fait la promotion d'un produit, on cherche toutes les pistes pour pouvoir dire. Le Coca aussi a servi pour soigner les gens, et énormément de remèdes à base de Coca-Cola, alors qu'il ne contenait plus le Coca tel qu'il était. Mais c'est vrai. Pour tout ce qui est loisir, c'est vrai que on a tendance à faire douter constamment. Donc, pour l'alcool, la cigarette, on s'est positionné. Pour les écrans, c'est difficile. Pour les écrans, il y a encore des études controversées. Ce qui est commun quand même à l'alcool, la cigarette, les écrans, etc., c'est qu'il y a des problèmes de comportement qui sont associés. Voilà, ça c'est ma position. Il y a des problèmes de comportement qui sont associés. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui passent 8 heures ou 12 heures par jour devant leur ordinateur à jouer, à ne rien faire. D'autres que ça, des personnes qui ont des comportements compulsifs et des pensées obsédantes par rapport à la réalisation de ce comportement. Et même si la santé publique ne s'est pas encore prononcée et n'a pas dit combien il fallait consommer, je pense qu'il faut rester vigilant. C'est les faits qui parlent avant des études épidémiologiques. Donc, c'est vrai, puis c'est très compliqué en plus à normer, puisque en fin de compte, on peut trouver plein d'études contradictoires. Il y en a certaines qui vont dire oui, mais on peut avoir tendance à être plus violent en jouant à des jeux, sachant qu'en plus c'est majoritairement des jeunes qui vont jouer à des jeux réservés aux plus de 18 ou autres, qui peuvent avoir des comportements violents ou un langage qui n'est pas adapté. Et en fin de compte, d'autres études qui vont dire oui, mais non, mais il y a un développement psychomoteur qui est accru chez les joueurs de jeux vidéo par rapport à ceux qui n'y jouent pas.
Est-ce que l'impact est réellement par rapport aux jeux vidéo ou est-ce que, en fin de compte, c'est pas des psychopathes qui étaient déjà de nature psychopathes avant de jouer aux jeux vidéo et que c'est quelque chose de néfaste pour eux? Bon, ben justement, normalement, quand on monte une étude épidémiologique sur un sujet, on contrôle toutes ces variables. On essaye de contrôler au maximum le niveau d'éducation, par exemple. Mais on s'est rendu compte sur les écrans, tout le débat est là, on va pas refaire le débat, mais le débat est compliqué puisque on avait associé le temps d'écran et les troubles du langage. Et il s'avère que les personnes qui ont un temps d'écran supplémentaire, c'est aussi les personnes qui ont les parents qui ont le plus faible niveau d'études. Oui. Donc, est-ce que c'est les écrans le problème ou est-ce que finalement on n'a pas un effet aussi qui est lié à la variable commune, c'est le niveau d'éducation des parents et du coup ils ont plus de difficultés à transmettre certaines capacités ou certains apprentissages que d'autres. Donc, normalement, on arrive à faire ce tri-là. C'est sur des technologies qui sont très récentes. Quand il y a de gros enjeux économiques, et ça, je tenais à le dire aussi, il y a des gros enjeux économiques aujourd'hui sur une société de distraction du numérique. Il y a vraiment des gros enjeux. Il est difficile de positionner des gens de façon ferme dans un camp ou dans l'autre. Voilà. Je tiens juste, c'est pour ça que je présente des critères qui sont assez subjectifs. Moi, je pense qu'il faut rester alerte dans son environnement social, douter des positionnements un peu que l'on peut avoir de façon autoritaire, et se poser la question, est-ce que c'est ce qu'on souhaite pour soi ou pour quelqu'un d'autre? Voilà. D'accord. Alors, simplement. Puis après, sur un cadre de santé, il y a tellement de variables que c'est très compliqué à normer, puis sans partir sur des enjeux politiques. Mais forcément, s'il y a de l'économie en jeu, ça va être d'autant plus compliqué. Voilà. Maintenant, de nos jours, c'est quand même des sujets qui sont très d'actualité, puisque en fait, avant, les comportements qui étaient valides, c'était ceux qui conduisaient à un emploi et qui conduisaient à l'autonomie de la personne, etc. Donc ça reste valable quand même pour la question du jeune et des jeux vidéo, etc. C'est est-ce que finalement la personne arrive à développer une forme d'autonomie de la part de ses parents? Est-ce qu'elle arrive à développer des capacités pour pouvoir s'entretenir seule? Est-ce que ça ne devient pas une contrainte en fait dans sa vie future ou dans sa vie actuelle? Voilà, parce que faut savoir que quand on passe des heures alors quand on passe des heures à être alcoolisé, ou quand on passe des heures à regarder un écran, ou quand on passe des heures, je sais pas moi, à lire un livre, il y a plein d'autres compétences qu'on ne travaille pas en ce moment-là. Bien sûr. Et faut savoir, dans la vie des jeunes, plus particulièrement, il y a besoin d'être très diversifié sur les sujets d'apprentissage et de ne pas être uniquement sur un seul sujet, puisque on arrive à tout, mais encore faut-il s'y atteler, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors on a traité un petit peu et défini les critères des dépendances pathologiques. Maintenant, si on se reconnaît au travers d'une de ces dépendances, au travers de ces critères qui définissent une addiction, comment on pourrait faire pour sortir de ce type de comportement? Est-ce qu'il y aurait une démarche à suivre? Alors la première réponse que je vais vous donner, c'est un peu des questions. D'accord. C'est une méthode de psy. Parce que en fait, il est important de construire des bases solides pour changer un comportement. Je vais vous dire les deux clés que j'ai observées dans la littérature sur le sujet. C'est que pour changer un comportement, ça dépend de deux choses. Ça dépend de notre motivation et ça dépend de notre capacité à le faire. D'accord. Donc, je sépare motivation et capacité. Je vais vous donner un exemple tout bête. Là, par exemple, je te dis envole-toi au-dessus de Paris. Ça va être magnifique. Tu en auras sûrement la motivation parce que tu vas trouver ce phénomène extraordinaire, mais par contre, tu ne sais pas voler et du coup, tu n'en as pas la capacité. Okay. À l'inverse, je visualise bien. On peut en avoir la capacité, mais pas la motivation. Par exemple, je vais te dire, fais, je sais pas, 100 pompes dès que tu te lèves le matin. Peut-être que tu les fais, je sais pas. Bon, tout le monde n'a pas la capacité de faire 100 pompes en se levant le matin, mais disons que il y a des choses qui sont assez contraignantes à faire, mais qu'on ne le fait pas tout le temps. Par exemple, donne entièrement tout ton compte en banque à une association caritative. Tu en as la capacité. C'est vrai. Mais tu n'en as pas forcément la motivation. Donc, c'est pour ça que déjà, là, on a les deux axes sur lesquels on va pouvoir travailler. La capacité qu'on a à faire quelque chose et la motivation.
Ouais, alors déjà, qu'est-ce qui va engendrer la motivation? Alors, la motivation, vaste sujet. La motivation, c'est quelque chose qui est assez touchy, puisqu'il y a plein de gens, des coachs motivationnels, il y a plein de sujets sur la motivation. Mais moi, je vais commencer par des questions réflexives, une position un petit peu de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, déjà, pour arrêter un comportement, il faut déjà savoir quel est le comportement qu'on veut arrêter. D'accord. Ensuite, identifier qui estime que ce comportement pose problème. Donc ça peut être soi, mais ça peut être d'autres personnes, ça peut être des groupes de personnes, ça peut être l'école, ça peut être son patron, ça peut être énormément de monde, ça peut être sa femme, etc. Il y a des gens qui désapprouvent le comportement. Mais aussi de se poser la question, qui estime que le comportement est adapté? Puisqu'en fait, à chaque fois qu'on a un comportement qui pose problème, on a souvent des gens, on a des groupes de personnes ou des amis ou autres qui trouvent que ce comportement est parfaitement adapté. Par exemple, une personne qui boit trop, quand elle va voir ses potes, boire trop, c'est pas un problème au moment où on est en soirée, puisque c'est un comportement que tout le monde fait. Et Oui, du c'est coup, un comportement partagé en fait. sur le coup, c'est un comportement adapté. Mais par contre, si ça se reproduit tous les soirs, ça peut être un problème. Donc déjà, on se pose la question, qui soutient, qui donne du renfort à ce comportement? Les gens qui regardent tous les soirs Netflix, à l'excès, j'en sais rien, jusqu'à 3h ou 4h du matin, qui sont crevés le matin, etc., qui sont crevés le lendemain, eh bien, ils vont cautionner votre comportement de regarder jusqu'à 1h du matin. Et pourtant, vous pourrez trouver que c'est excessif. Donc, il faut rajouter un critère de fiabilité des personnes qui vous disent si c'est bon ou si c'est pas bon. En fait. Non. Il ne faut pas rajouter de critère de fiabilité. Il ne faut pas douter de la vie des autres. Il faut prendre l'avis de tout le monde. Par contre, ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont approuver ce que vous êtes en train de faire. Il y a des choses qui font l'unanimité, mais en général, on ne les fait pas longtemps. Mais voilà, il y a toujours des gens qui vont... Et, c'est dangereux ça d'ailleurs, ça veut dire que peu importe ce que tu fais ou peu importe ce que tu dis, il y a des gens qui seront pas d'accord et il y a toujours des gens qui seront d'accord. Oui, mais je veux vous dire, il y a même des tendances. Moi, à un moment, je trouvais ça excessif que dans les médias, certaines personnes qui sont des icônes des jeunes font la promotion de comportements qui sont pas adaptés. Par exemple, les chanteurs de rap qui fument du marijuana, etc. Ils sponsorisent ce comportement. Ils sponsorisent ce comportement, ils valident, ils donnent aux jeunes la possibilité de se dire il y a des gens, il y a un univers qui cautionne ce comportement. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il y a une forme de responsabilité des médias dans les comportements excessifs, de façon générale. Mais voilà, c'est une question de liberté d'expression, il y a d'autres dimensions qu'il faut respecter. Mais voilà, je pense qu'il faut déjà réussir à cerner qui, dans notre environnement, nous conforte dans notre idée qu'on fait quelque chose d'adapté. Et ensuite, la dernière question, c'est la situation. Parce qu'il y a des situations où notre comportement est adapté, et ça rejoint un petit peu, et des situations où c'est pas adapté. Et je pense que là, il faut essayer de voir un petit peu, par exemple, boire un verre de vin, est-ce que il y a des moments où c'est pas adapté, par exemple à 8h du matin, quand on change la couche de son fils, tu vois, et il y a des moments où c'est adapté quand on est à table et que quelqu'un ouvre une bonne bouteille, enfin on peut imaginer la circonstance où c'est de politesse presque de boire une bouteille de vin, c'est deux cas extrêmes. Mais voilà, essayer de trouver les situations pour voir son jugement. Et là, on travaille un petit peu sa position critique un petit peu envers son comportement. Et ça offre une première grille d'analyse. Et vous allez voir, ça aide un petit peu à chercher les motivations après par la suite. D'accord, donc là, ce serait vraiment les critères motivationnels. Voilà, c'est des premières questions sur le plan de la motivation que l'on peut se poser. Ensuite, pour le deuxième niveau de motivation, donc là on était vraiment centré sur le comportement problème. Donc j'espère que vous avez bien noté les questions. Il y a d'autres questions qui viennent ensuite. Est-ce que tu pourrais faire un petit récap, parce que même moi je ne les ai pas toutes mémorisées, okay. Là, juste vulgairement. Donc sans rentrer dans le détail, c'est quel est le comportement? Qui estime que ce comportement pose problème? Oui. Qui estime que ce comportement est adapté? Oui. Et ensuite, c'est une question de situation, puisqu'en fait, dans quelle situation c'est adapté ou le comportement n'est pas adapté. Voilà. Ok, c'est bon, je les ai. Ensuite, les autres questions que l'on peut se poser, c'est une fois qu'on a bien analysé, on a cerclé le problème, on a cerclé où est-ce qu'il était connecté, c'est essayer de voir où est-ce qu'on peut trouver de nouveaux appuis pour pouvoir changer. Et donc là, c'est un nouveau lot de questions. C'est est-ce que le comportement que je fais, est-ce qu'il pose problème? Est-ce qu'il me freine pour faire d'autres choses? Est-ce que quand je fais ce comportement-là, je ne suis pas en train de faire autre chose? On peut imaginer la personne qui est en train de regarder son Netflix, eh bien, il n'est pas en train
de faire ses devoirs, il a un examen le lendemain. On peut imaginer une fois que je suis en train de, je sais pas, de boire trop à une soirée arrosée, eh bien je ne peux pas assurer le retour, je ne peux pas conduire le lendemain. On peut imaginer, voilà, il faut essayer de voir qu'est-ce que ça nous empêche de faire. D'accord. Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'un comportement pourrait amener comme frein à un avenir proche? Exactement. Et on va aller même un peu plus loin. La question la suivante, c'est comment je me vois dans le pire des cas si je continue. Si je continue à avoir ce comportement, on va dire, si là, il est bon, mettons, il est pas bon, j'ai même identifié qu'il était pas bon, on me l'a dit. On le visualise très bien. Est-ce qu'on peut imaginer dans le pire des cas, alors on imagine le scénario noir où finalement ce comportement vous a empoisonné la vie et vous a empêché de bien la vivre. Alors voilà, le pire des cas, le suicide, la personne est trop malheureuse, etc. Mais même sans forcément aller jusqu'au cadre dépressif, mais ne serait-ce que pousser à outrance l'idée de trop picoler, puis de prendre le volant et de se rendre compte que déjà on marche pas droit, et de prendre quand même le volant et en fin de compte se retrouver dans un fossé ou dans un arbre ou pire dans une autre voiture avec une famille dedans. Exactement. Donc là, on le visualise bien. Ce sont des accidents. La gestion de l'attention, par exemple, une personne qui a des problèmes pour arrêter les réseaux sociaux aussi, c'est une dépendance un peu plus moderne. Une consommation excessive, ça conduit à passer à côté d'événements importants et finalement de s'enfermer sur son écran, sur son téléphone, etc. Donc on peut l'appliquer vraiment à toutes les dépendances. On peut vraiment se dire qu'est-ce que je vais rater et imaginer le pire en fait, et pas être gentil avec soi-même au moment où on se pose la question. D'accord. Et ensuite se poser une deuxième question, c'est comment je me vois dans le meilleur des cas si je continue tel quel. Donc, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui... Et là, c'est une question difficile parce que on se dit, dans le meilleur des cas, eh bien, j'arrive quand même à avoir tout ce que je souhaite dans la vie et je continue ce comportement tel quel. Donc là, c'est pas une question facile puisque on ne sait jamais si finalement il y a un vrai problème ou pas, et c'est là où on a un doute. Mais c'est intéressant de se poser la question quand même, si je continue comme ça, est-ce qu'il y a quand même un futur possible qui serait bien? Et dans quel cas ça pourrait arriver? Parce que c'est ça vraiment la plus motivationnelle. Ça éliminerait les cas les plus extrêmes. Je pense que quelqu'un qui prend des drogues dures, même dans un meilleur des cas, c'est que c'est peu probable que ça dure dans les meilleures circonstances. Oui, c'est ça. Donc même dans le meilleur des cas, on peut éliminer des cas en fin de compte. Exactement. Du coup, l'objectif, c'est aussi de placer une pierre un peu loin dans son environnement, dans son horizon, de placer un petit drapeau un peu à l'horizon et se dire dans quel scénario j'ai envie de me positionner. Après, toutes les questions qui en découlent un petit peu de ce point vers le futur. Puisque visualiser le meilleur des cas et le pire des cas. Voilà, viser le meilleur des cas, le pire des cas, se dire qu'on pourrait arriver entre les deux. Et on pourrait se dire que en régulant l'activité qui pose problème ou en l'arrêtant, eh bien, on pourrait tendre plus facilement vers le meilleur. D'accord. Voilà. Ce meilleur-là, voilà, on se demande, est-ce que vraiment, si j'arrête le comportement, est-ce que j'augmente mes chances d'arriver dans ce meilleur scénario? Est-ce que si je le diminue un petit peu, est-ce que j'ai plus de chances d'arriver vers ce scénario-là? Est-ce que j'arriverai moi-même à me sentir mieux en régulant ou en arrêtant? Et après, il y a quand même une question, parce qu'on a vu c'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres, puisqu'en fait on est quand même dans un tissu social, et c'est de poser un petit peu la même question par rapport à son environnement. Ça peut être nos parents, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos enfants, etc. C'est se dire, et si je fais ça pour eux, qu'est-ce qu'ils auraient à gagner si j'arrive à réguler ou à arrêter ce comportement? Est-ce qu'ils auraient des choses à gagner? Est-ce qu'ils auraient du gain à avoir? Et on imagine aussi, parce qu'il faut vraiment faire le tour, c'est qu'est-ce qu'ils pourraient perdre en fait? Qu'est-ce qu'ils pourraient perdre si j'arrête ce comportement? Et là, je vais vous donner un exemple simple d'une personne qui, par exemple, a une vie de famille, essaye d'arrêter de fumer et devient très anxieux et devient irritable. Et je pense que cette personne, au moment de se poser la question qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu, elle a peut-être gagné une meilleure santé, mais elle a le sentiment d'avoir perdu aussi, puisqu'en fait l'ambiance s'est dégradée, puisqu'elle est plus anxieuse quand elle rentre, elle est plus énervée, elle a
plus de mal à se calmer. Ouais, donc là, ce serait plus l'impact sur le plan émotionnel et sur le plan physiologique qui amènerait d'autres contraintes. Alors, c'est l'impact de l'arrêt, mais en fait, cet impact de l'arrêt, c'est juste l'impact de ce qu'apportait cette solution-là au moment où on la prenait. Alors évidemment, la nicotine a un effet qui apaise, mais on va imaginer que le gros de la dépendance, c'est pas la nicotine, hein, c'est le geste, c'est une série de comportements, etc. Puisque les patchs n'ont pas forcément beaucoup de succès pour arrêter de fumer. Donc si on est sur vraiment le comportement de fumer et pas le produit, cette anxiété, c'est vraiment une construction que l'on se met, qui est quand même une réalité absolue pour la personne. Mais quand on dit que ça a un impact, c'est encore le produit qui a un impact. Hein. C'est pas arrêté. Il faut essayer de se convaincre que c'est pas le fait qu'on est arrêté, c'est en fait le produit qui a cet impact-là. On est juste dans la contrepartie de ce produit-là. Oui, et puis il y a une autre question, enfin moi qui me vient directement, c'est peut-être que s'il y a cette anxiété à l'arrêt, c'était peut-être aussi une des causes du commencement. C'est vrai. Alors moi je ne suis pas un grand clinicien un praticien de la psychanalyse, etc. Donc si vous avez remarqué, je n'ai pas un comportement, je n'ai pas une attitude vis-à-vis des addictions à supposer qu'il y a une cause profonde sur votre comportement. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que c'est parce qu'il est malheureux avec sa femme, ou alors c'est parce qu'il a eu des parents qui l'ont maltraité, j'en sais rien. Je ne suis pas en train d'essayer de chercher des causes profondes. Je peux laisser les personnes essayer de trouver des causes profondes. Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi risqué, puisqu'en fait on peut déjà se tromper. On peut accuser des personnes sans forcément trouver de solution, puisque même si finalement vous apprenez que c'est à cause de votre mère, ou vous découvrez que c'est à cause de votre mère, vous allez vous dire je vais moins la voir, ça va mieux se passer. C'est pas dit que ça marche comme ça. Ça pourrait créer d'autres problèmes, d'ordre relationnel dans ces cas-là. Donc voilà, je pense... il faudrait vraiment connaître la personne en plus. C'est pas l'objet de cet épisode. Exactement, mais tout ce que ça révèle, c'est qu'on peut essayer de considérer, faire l'effort de considérer qu'il y a toujours des choix. Et que les choix ont des impacts, c'est un peu l'objectif de mes questions, c'est qu'il va y avoir des impacts sur les choix que l'on va faire, et une fois qu'on a un peu anticipé ces choix-là, eh bien on va pouvoir accepter la contrepartie du changement, et éviter d'avoir des problèmes, essayer d'anticiper un petit peu les problèmes qui pourraient arriver. Voilà. D'accord. Bon, alors là, je pense qu'on a quand même posé des bases plutôt solides pour savoir si nous sommes dans une addiction pathologique ou pas. Quelles questions à se poser pour se motiver à arrêter, savoir si on en a les capacités, si on peut vulgariser sur la méthodologie pour arrêter. En fin de compte, c'est juste un cheminement de questionnement à se poser. Est-ce qu'il y aurait pas... Je vais faire plutôt le praticien, parce que j'ai le côté théoricien, mais j'ai aussi le côté diététicien, coach sportif, préparateur physique. J'aime bien avoir la planification et la pratique. Okay. Est-ce qu'il y aurait une méthode qu'on peut planifier, qui peut varier selon les gens, selon le temps, mais sur, premièrement, il faudrait faire ça. Deuxièmement, il faudrait faire ça. Troisièmement, il faudrait faire ça pour qu'au bout de tant de temps, vous puissiez être... à l'arrêt de cette addiction. L'analyse motivationnelle que l'on vient de faire, là, les questions que l'on peut se poser, déjà, c'est la première étape. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on s'est un peu équipé pour à la fois chercher une partie des solutions, à la fois bien caractériser le problème. Maintenant, moi, ce que je préconise, c'est pas de commencer par arrêter quelque chose, mais plutôt de commencer quelque chose. Le discours que l'on a souvent quand on a affaire à des personnes qui sont en situation de dépendance, c'est le sentiment qu'elles n'ont pas forcément le contrôle sur ce qu'elles font. Elles se disent, j'ai pas la volonté, finalement, elles n'ont pas l'impression qu'elles puissent arrêter du jour au lendemain, et c'est assez normal, c'est assez compréhensible. Du coup, elles ne s'en sentent pas capables. En fait. Elles ne s'en sentent pas capables. Et du coup, il faut travailler sur cette capacité à se sentir capable. Donc, c'est apprendre à changer. Et pour apprendre à changer, rien de tel que faire quelque chose que l'on a envie de faire. Donc, le mieux, c'est, il me semble, de se trouver un petit objectif, tout simple, et d'essayer de développer les compétences qui permettent d'atteindre cet objectif. Et là, je fais une phrase un peu longue, mais je fais exprès parce qu'il ne s'agit pas d'essayer d'atteindre l'objectif
En fait, il s'agit, notre objectif dans l'objectif, c'est d'apprendre à faire un chemin. D'apprendre à faire un chemin. Ce chemin-là, on pourra le réutiliser pour arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de jouer, arrêter de faire quelque chose. Mais commençons par quelque chose de positif, commençons quelque chose. D'accord. Donc, concrètement, pour commencer quelque chose, moi je préconise une méthode, ça s'appelle la méthode, je l'appelle la méthode de BJ Fogg, c'est un scientifique de Stanford qui propose de créer des petites habitudes pour se sentir mieux. Et après aussi dans son bouquin, il le dit, ça sert aussi à arrêter les comportements qui nous freinent et commencer des comportements qui nous permettent de devenir soi-même, s'épanouir dans la vie, avoir des meilleures relations avec les autres, etc. Ouais, c'est apprendre à changer en fait. Voilà, apprendre à changer. Le changement, ça s'apprend. Exactement. C'est apprendre à changer. Du coup, il conseille de commencer, déjà il conseille de commencer tout petit. Et vous pouvez commencer par quelque chose de très simple. Donc, vous pouvez vous dire déjà comme objectif d'entretenir votre salon. C'est un peu le bordel dans votre salon, vous avez des affaires qui traînent, etc. Vous pouvez vous dire, tiens, je vais commencer par essayer d'avoir le contrôle sur ce qui se passe ici. Mmh. Ça peut être dans sa voiture aussi. Dans ma voiture, il y a souvent plein de miettes, plein de papiers, des choses comme ça. On peut se dire, tiens, je vais essayer de me fixer comme habitude d'avoir une voiture nickel. Ça peut être sa santé physique, il y a beaucoup de gens qui le choisissent. C'est vrai que la santé physique, ça aide beaucoup les fumeurs notamment, parce que c'est le corps, et le corps, c'est facile, il y a un relais entre la santé d'arrêter de fumer et la santé du corps. Et surtout quand vous fumez, vous rendez plus difficile la tâche de courir, ce qui fait qu'après, il faut choisir entre courir et fumer. Mais je veux dire, il est quand même assez intéressant de commencer petit, mais commencer simple, et de voir qu'en fait, on arrive à faire ça. Donc, je vais vous dire le programme étape par étape de BJ Fogg. J'ai fait un petit résumé tout simple. C'est inspiré des théories behavioristes. C'est finalement comment est-ce qu'on apprend un comportement. Il y a une dimension réflexive, et ça, j'essaie de pousser un petit peu, c'est essayer de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Donc, la première chose, c'est trouver l'habitude idéale que l'on aimerait avoir. Donc, par exemple, faire du sport toutes les semaines. Okay. Ensuite, trouver quelle pourrait être la toute première étape qui nous conduirait à faire ce comportement plus tard. Donc, par exemple, on peut imaginer que la toute première étape, ça serait d'aller faire un footing. D'aller faire des footings. Bon, on va pas faire un footing, on va essayer d'en faire régulièrement. Commencer étape par étape. L'étape, on la décortique encore plus et on va imaginer le niveau 0. Donc, pour aller faire un footing, il faut se mettre en tenue de sport. Donc le niveau 0 de ce footing, c'est se mettre en tenue de sport. Le niveau 1, ça va être aller faire un footing de, 10 minutes. Et le niveau 3, ça va être de faire un footing de... 10 minutes tous les matins. 10 minutes tous les matins, ça c'est dans la fréquence. Moi je pense plutôt dans la durée pendant l'effort. Parce que vous allez voir, le troisième point, c'est plus compliqué. Donc je reprends. Le niveau 0, ça va être enfiler sa tenue de sport. Le niveau 1, ça va être d'aller faire un footing de 20 minutes ou de 10 minutes, on commence petit. Et le niveau 3, ça va être d'aller faire un footing de 30 minutes, un peu plus long, d'augmenter la quantité dans la durée. Okay. Parce qu'après, la fréquence, ça va être à vous de la définir aussi. Et le mieux, c'est d'associer un moment pour pouvoir faire ce comportement. Donc on va se trouver par exemple le samedi matin, on va se dire tiens, là le samedi matin, j'ai un espace vide, le samedi matin, je sais pas, j'ai une petite routine, je prends mon café, etc. Eh bien, je vais enfiler ma tenue de sport, niveau 0, et je vais, niveau 1, faire 10 minutes de course. Mais ça peut être 10 minutes de marche aussi, hein. On commence petit, c'est en fonction de vos... Il faut quelque chose que vous soyez capable de réussir. Voilà, vous faites un contrat avec vous-même, je me dis ça, je suis prêt à le réussir. Niveau 0... Avec les deux rapports très importants, la motivation et la capacité. Exactement. Si vous essayez de faire dès le début quelque chose dont vous n'êtes pas capable, ça va être très compliqué de maintenir ce... Il y a un dicton américain qui dit « go big or go home », ça veut dire « fais les choses en grand ou fais rien ». Eh ben, c'est à l'inverse strictement de ce type d'attitude. Les personnes qui pensent que c'est en multipliant, c'est en se faisant mal sur les exercices qu'on progresse, ben, en réalité,
la science du comportement nous prouve que quand on a mal, c'est un signal négatif pour faire perdurer ce comportement dans l'avenir. Il y a des cas particuliers. Alors oui, bien sûr. Non, je coupe parce que là, je recontextualise qu'on est dans une idée de mise en place d'un processus pour changer. On est dans un vue de changement. On ne parle pas du tout de sport de haut niveau ou autre. Dans le cadre de sport de haut niveau, à l'inverse, sans forcément se faire mal, pour progresser, il va falloir dépasser ses limites. Mais on en parlera dans un autre épisode. Ok. Moi, c'est vraiment dans l'objectif de la personne reprenne le contrôle de ce qu'elle se sent en capacité de faire. C'est-à-dire, il y a des personnes qui se disent moi, aller marcher 20 minutes, j'en serais pas forcément capable. Par contre, mettre ma tenue de sport, vous voyez, ça, j'en suis capable. Donc, je vais définir la première étape, je vais mettre ma tenue de sport, puis après, je vais aller marcher, etc. Donc, une fois qu'on a choisi le moment, on va dire le samedi matin, il faut choisir, ce qui est très important, une petite célébration. Et ça, c'est le troisième élément. Et c'est d'après le scientifique, c'est le plus important. C'est essayer de se sentir bien. C'est essayer de se récompenser pendant qu'on est en train de faire l'effort ou juste après avoir fait l'effort. Et il conseille en fait par exemple, imaginer son père ou sa mère te dire bravo, c'est très bien ce que tu es en train de faire. Ou alors il dit imaginez vous en train de, vous dites hurrah à voix basse, ou faites-vous 2 pouces devant la glace. Enfin, trouvez quelque chose, un petit acte de célébration qui vous fait. Alors, faut pas qu'on se sente gêné. Il y a des comportements qui peuvent être gênants. Si je crie hurrah et que c'est pas du tout mon style, je ne le ferai pas. Mais par contre, voilà, trouvez quelque chose et essayez d'être le plus sincère possible quand vous sentez bien à le faire. En général, si ce que vous faites, vous avez envie de le faire et vous vous sentez bien de le faire, c'est pas très difficile de vous dire je me dirige vers mon objectif, je suis en train de me sortir de là où je suis. D'accord. Donc il faut apprendre à s'auto-féliciter. Exactement. À sa manière propre, sans que ce soit gênant. Mais c'est important d'avoir un signe quand même distinct pour le marquer. Il faut un marqueur en fin de compte. Il faut quelque chose qui vous fasse vous dire tiens, c'est super ce que tu es en train de faire. Et que vous le pensiez sincèrement. Pas que vous le sentiez. Il faut que vous le dites. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui est très important pour, il dit, câbler le comportement dans sa tête. C'est en fait essayer de se provoquer de la dopamine pour que ce comportement, ça devienne une habitude, ça devienne un automatisme, et c'est quelque chose qui est très important. Alors je vais faire un parallèle, j'espère qu'il n'est pas mauvais. Quand on dit marcher à la carotte ou au bâton, donc cette idée est pour apporter un comportement de changement, il vaut mieux être dans l'idée de la récompense que dans le fouet, en fin de compte. Exactement. Alors, la carotte et le bâton, c'est des sujets qui ont été beaucoup étudiés en psychologie. Ouais. Pour les événements qui sont avec un faible enjeu, c'est-à-dire que vous n'avez pas un enjeu énorme, il est préférable d'utiliser la carotte. D'accord. Voilà. Ils ont fait des études sur les pilotes de chasse entre la sanction et la carotte. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'étude était biaisée puisqu'en fait, l'enjeu était énorme pour un pilote de chasse, ce qui fait que les deux sont efficaces. Par contre, quand vous n'avez pas forcément d'enjeu, je veux dire, il ne va rien se passer pour votre vie immédiate si vous n'allez pas faire ce footing. Il est très important que vous mettiez des carottes en place, entre guillemets. Que vous mettiez des petites célébrations, des moments positifs. Et justement, le niveau 0 sert à ça. Quand je vous ai dit tout à l'heure que vous avez le niveau 0 et le niveau 1, le niveau 0 c'est enfiler la tenue de sport. Si un samedi matin vous n'êtes pas en forme et que vous sentez que vous n'allez pas faire ce footing, eh bien vous mettez votre tenue de sport. Vous faites le niveau 0. Vous mettez votre tenue de sport et vous n'allez pas au footing, c'est pas grave. Essayez de ne pas trop le prévoir à l'avance, mais vous n'allez pas courir, mais vous avez fait votre niveau 0. Et c'est pas grave, parce qu'en fait vous êtes quand même en train de vous rappeler qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et ça vous coûte quasiment rien. Ça vous coûte juste le fait que vous n'avez pas complètement mis au placard l'idée qu'il fallait que vous alliez courir. Mais vous n'avez pas complètement fait cet effort qui était négatif à ce moment-là. Vous n'en aviez vraiment pas envie. Vous y êtes quand même allé et ça ne s'est pas forcément bien passé ou autre. Donc c'est pas une contrainte, mais il y a quand même créé un marqueur en fin de compte, voilà. Et limite une habitude. En fin de compte, c'est commencer à transformer la motivation première en une habitude par des faits quotidiens ou hebdomadaires ou autres. Exactement. On peut reprendre plein d'autres exemples, et c'est intéressant d'entendre puisqu'il prend plein d'exemples différents. Mais vous pouvez vous dire, par exemple, je dois bûcher le code ou je dois bûcher mes examens.
Mais à chaque fois, il se passe plein de trucs, je me lève pas, etc. le matin, puis j'arrive pas à bûcher, etc. Donc, commencer par se dire, tiens, je vais me lever le matin, pas grave si je bûche pas, je vais me lever le matin et je vais faire des trucs. Eh bien, c'est pas grave, on a quand même fait une étape, on a quand même fait un pas. On a quand même fait un pas. Et ce qu'il faut, c'est revenir à chaque fois et faire ce pas. Ensuite, la question qu'on doit se poser, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une période réflexive, c'est prendre un peu de recul et se dire, ok, là, j'ai fait ce comportement une fois, deux fois ou trois fois, et je l'ai trouvé trop difficile. J'y suis pas allé deux fois, j'ai fait que ma tenue, j'y suis pas allé. Donc, il faut que je trouve autre chose. Donc, vraiment, ne pas se juger de façon trop difficile, parce qu'en fait, ça sert à rien de se blâmer, etc. Donc, se dire, voilà, ce comportement était trop difficile, il était trop élevé. Donc, je vais essayer de changer de comportement. Je vais revoir, donc je vais reprendre mes habitudes, je vais reprendre la caisse à outils, sauf que je vais changer le comportement. Et je vais me dire, par exemple, je vais faire des pompes. Voilà. Les pompes, tiens, ça me muscle le haut du corps, j'ai envie d'avoir l'air en forme quand je me mets torse nu, donc je vais faire les pompes. Et bien, le niveau 0, ça va être faire les pompes contre le mur. Les pompes contre le mur, normalement, on est tous capables de faire des pompes contre le mur, donc on met un petit peu de déport entre les pieds et le mur, et on va faire 3 à 5 pompes. Le niveau 1, ça va être de faire une pompe ou 3 pompes. Par exemple, on ancre le moment après s'être lavé les dents le matin ou autre, un moment qu'on a choisi en particulier. Et le niveau du dessus, ça va être augmenter le nombre de pompes, passer à 10 pompes ou 15 pompes. Voilà, D'accord. Vous créez votre propre programme, prévoyez le niveau 0 et le niveau 2, et dites-vous, voilà, on commence par le niveau 1, et ensuite, quand on a un petit peu plus de recul, quand on se dit tiens, ça fait 3 ou 4 fois, c'était trop facile, je vais passer au niveau du dessus. Et on se prévoit toujours un échelon. Donc très important d'avoir des étapes. Des étapes, des niveaux, savoir que il vaut mieux faire un peu que ne pas faire du tout. Exactement. Ou que faire trop. Exactement. Et surtout, si je peux vous aider pour la récompense, parce que c'est quand même quelque chose qui est le plus important, s'il y a une chose qui est la plus importante là-dedans, c'est la récompense. Essayez de sentir en vous que vous dirigez vers quelque chose que vous aspirez. Vous aspirez à vous sentir bien, vous aspirez à vous sentir en forme, vous aspirez à avoir des bonnes relations avec les autres, essayer d'associer vraiment ce comportement-là à plein de bonnes choses. De fin, en fait. Oui, voilà, mais ça peut. On n'est pas obligé que ce soit un objectif bien identifié. Il y a des jeunes qui rêveraient d'être, je sais pas, CEO d'une start-up de plusieurs millions de dollars. Vous n'êtes pas obligé de vous fixer un objectif concret. Vous pouvez vous dire qu'en fait, en réalité, vous vous dirigez vers. Vous ne savez pas exactement quoi, mais en tout cas, des choses qui sont beaucoup plus. Un arbre des possibles qui est beaucoup plus ouvert qu'il ne l'était avant. Ok. Voilà. Et donc, tout ça, je le rappelle, c'est pour réussir à se convaincre qu'on arrive à avoir un peu de contrôle sur ce qui se passe. On arrive à mettre en place un plan sur ce qui est en train de se dérouler. Donc en fait, il est possible de planifier un changement dans le but d'arrêter une addiction, mais chaque changement, chaque niveau sera propre à l'individu, et il faudra que ce soit l'individu lui-même qui dise par rapport à ses capacités, moi, je peux faire ça à niveau 0, je peux faire ça à niveau 1, je peux faire ça à niveau 2. Est-ce qu'on peut essayer de caler des durées ? Parce que moi, je suis sûr que si je parle, par exemple, sur un cas patient, quelqu'un qui essaye de perdre du poids, bon, bien évidemment, je fais des suivis coaching ou autre par rapport à ça, mais si la personne, je la laisse en autonomie et qu'elle, elle se dit, ok, le niveau 0, c'est je mets ma tenue de sport, c'est mieux que de ne rien faire, le risque, moi, que j'ai, c'est qu'après, elle reste au niveau 0 et qu'elle se dise, mais attends, j'ai fait un grand pas par rapport à ce que c'était avant, et que tous les matins, elle se lève à 8h, elle se met en tenue de sport. Ok, pendant 10 minutes, elle est en tenue de sport chez elle, elle prend son petit déj en tenue de sport, elle retire la tenue de sport, elle retourne se coucher ou elle fait autre chose, et en fin de compte, elle ne passe jamais au niveau du dessus. Oui. Est-ce qu'il faudrait mettre une deadline, ou est-ce qu'il faudrait... comment réussir à avancer de niveau en niveau ? C'est l'étape réflexive. Du coup, je vais répéter un peu. Je pense que j'ai pas assez souligné cette étape réflexive qui est importante, qui est au bout d'un certain temps, on peut se dire au bout de 4 fois, est-ce que j'ai fait que du niveau 0, ou alors est-ce que
j'ai maintenu un niveau 1. D'accord, donc il y a une grosse importance quand même du feedback régulier, Exactement. de se dire, bon, là je me félicite d'avoir fait ça, Exactement. maintenant je me sens capable de faire le niveau au-dessus. Exactement. Et comme je vous dis, s'il n'y a que du niveau 0, eh bien, il ne faut pas hésiter à se dire, je change d'objectif. Finalement, le sport, j'ai pas forcément réussi, je vais essayer d'entretenir mon salon. D'accord. Si ça me semble plus facile, plus pratique, je vais essayer d'entretenir mon salon, je vais essayer de me dire, tiens, je vais éviter, ou alors dans ma cuisine, je vais éviter d'avoir de la vaisselle dans l'évier. Et du coup, je vais créer des habitudes, je vais laver un couvert cette fois-ci. Ce serait l'étape minimum, c'est laver un couvert. Et l'étape, le niveau 1, ça serait de faire l'ensemble de la vaisselle. Ne pas aller trop vite. Ne pas vouloir d'un coup se dire, je vais faire toute la vaisselle, comme ça je m'en serai débarrassé. Évidemment, si c'est ce que vous avez envie de faire, vous le faites. Mais il faut quand même que vous arriviez à tenir un comportement pendant la durée. Il faut vraiment que ça se transforme en habitude. Exactement. La priorité, c'est l'habitude. Il faut essayer de se convaincre que les changements radicaux et brefs n'existent pas. D'accord. Que les changements se résument après de longues étapes et de longues périodes d'hésitation et de tâtonnement. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'un changement, c'est souvent à peine perceptible. En fait, il faut vraiment avoir une bonne mémoire pour se dire, avant j'étais comme ça, et maintenant, tiens, je suis différent. Je suis différent, mais pas de la façon forcément où je l'avais pensé avant d'effectuer ce changement. D'accord. J'aimerais venir sur un autre point. Alors l'épisode commence à s'éterniser un petit peu, je vais essayer d'accélérer un peu, sur un rapprochement que tu as fait tout à l'heure, quand tu as dit « je peux difficilement fumer et avoir une bonne capacité pour aller courir » par exemple. J'aimerais en venir un petit peu plus à la question des compensations, parce que ce que j'entends souvent autour de moi, alors je ne sais pas si c'est quelque chose de vrai sur le plan psychologique, c'est oui, mais si j'arrête le tabac, je sais que je vais compenser sur la bouffe et je vais prendre du poids. Ou à l'inverse, j'essaye d'arrêter de fumer, mais j'ai fait du sport à outrance, donc on n'est pas dans le cas des étapes justement de l'importance de mettre étape par étape, et je me suis blessé, du coup je peux plus faire de sport, et du coup j'ai envie de reprendre la cigarette, à l'arrivée t'as tout gagné, quoi. Voilà. Du coup, comment ne pas tomber dans la compensation, ou faut-il tomber dans la compensation? C'est une question assez large. Moi je pense que les compensations sont souvent pas mauvaises. Je pense qu'il faut savoir mettre en place une compensation. Par exemple, une personne qui se dit je vais transformer mon addiction à la cigarette par l'addiction à la nourriture. Souvent, c'est pas volontaire. Mais se dire je vais transformer la cigarette en une addiction sur le sport. Voilà, j'ai à peu près les mêmes symptômes. Si je fais pas mon sport, je suis énervé, etc. Sachant que si vous avez mis en place les outils pour apprendre à changer, vous saurez désamorcer la bombe B aussi bien que la bombe A. Et donc en fait, tout ce qu'on met en application pour changer une addiction peut s'appliquer en fait à un comportement compensatoire. Exactement. C'est toute la puissance entre guillemets de l'approche que je propose. C'est que c'est pas la plus simple. On n'est pas là en train d'avoir un programme Weight Watcher qui dit exactement les étapes et qui vous fait une prédiction sur l'objectif, parce qu'il dépend énormément de vous et de la construction, de la motivation que l'on va avoir. Mais ça permet d'avoir les changements les plus durables, parce que une fois que vous avez développé cette compétence, eh bien, vous êtes à même à la réutiliser. Et il y a des addictions qui sont plus faciles à sortir que d'autres. Par exemple, on peut imaginer que pour soi, l'addiction à la nourriture est plus facile de s'en sortir que la cigarette. Et que la nourriture était une étape pour s'en sortir. D'accord. Donc là, on peut imaginer systématiquement qu'il faut garder cette niaque pour pouvoir se dire, tiens, c'est intéressant, moi j'ai du mal à résister à cette envie maintenant. On peut avoir une position un peu de recul sur notre comportement. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer, avoir un peu de recul sur ce que l'on est en train de faire. Il faut savoir gérer l'envie aussi. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a des envies irrémédiables. On a pensé à quelque chose, on s'est dit, tiens, j'ai envie de le faire. Ou alors, on voit quelque chose sur YouTube et ça nous donne envie de le faire. On voit quelqu'un fumer à la télé, ça nous donne envie d'allumer une cigarette. Le mieux, c'est de réussir à ne pas répondre à ces envies dans l'urgence. D'ailleurs, quand on a une envie, on se dit, tiens, est-ce que je pourrais le faire maintenant, mais est-ce que je pourrais pas le faire plus tard? D'accord. Voilà, au moment où on en a envie, essayer de vraiment prendre conscience de cette envie, essayer de la qualifier. Et il y a des auteurs qui parlent d'essayer de surfer sur cette vague de l'envie. C'est-à-dire essayer de vraiment la savourer, se dire, tiens, j'en aurais vraiment envie. Tiens, pourquoi est-ce que j'en aurais autant envie? Est-ce que
Est-ce que le plus dur, c'est dans les 3 prochaines minutes et après, finalement, ça passera? Est-ce que si je fais autre chose, je vais oublier? Enfin, se poser tout un tas de questions pour essayer de caractériser cette envie, essayer de reprendre le contrôle sur cette envie. Voilà. C'est très intéressant et je le dis souvent d'ailleurs aux patients sur une envie soudaine, par exemple de sucrerie ou autre, c'est de se dire, bon d'accord, mais si je le fais, je vais avoir un plaisir, certes, pendant 5-10 minutes, et après, je vais me sentir comment? Et essayer de voir après l'avoir fait, dans quel état on va se retrouver. Et en fin de compte, souvent on se dit, en fin de compte, après je vais culpabiliser. Et puis, alors que si on prend déjà le pas de recul avant de passer à l'action, on se retrouve dans une situation de récompense en fin de compte. Alors c'est un argument bâton, mais c'est un bon argument. Mais c'est un argument bâton. Du coup, on peut imaginer un argument carotte qui dirait, imagine si tu arrives à résister là, à ce moment, et finalement, est-ce que tu vas pas te dire, waouh, j'ai réussi à contrôler cette envie-là? C'est vrai. Parce que là, j'ai pas un sentiment de super puissance, mais faut l'exagérer. Je pense que c'est important d'exagérer. Est-ce que ça y est, en fait, maintenant que j'ai résisté à ça, est-ce que je vais pas finalement résister à plein d'autres choses? C'est un autre point de vue qui me fait comprendre que je fonctionne énormément au bâton, à la carotte. Mais je pense qu'on a tous un peu nos ambivalences de carotte et de bâton, mais je pense que si vous voulez vous changer durablement, il faut se sentir bien. On change quand on se sent bien. Et du coup, c'est important d'entretenir une bonne relation avec soi-même et un peu comme un bon copain avec bienveillance. Voilà, avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est important. Enfin, il y a un point qu'on n'a pas abordé non plus, c'est le contexte. Voilà, pas hésiter quand on veut limiter les comportements, essayer de contrôler un petit peu le contexte. C'est pas tout de se dire j'ai une volonté de faire, c'est aussi bien de se dire tiens, je vais essayer de mettre les bouteilles d'alcool ou les paquets de cigarettes un peu plus loin, je vais mettre de la distance. Ça, c'est un des outils pour arrêter. Et enfin, le dernier point que je voulais dire, c'est la rechute. C'est prévoir que la rechute peut arriver, elle va arriver, c'est quasiment sûr. Vous pouvez vous dire, ce qu'il faut, c'est savoir gérer le moment d'après la rechute. J'ai pas su résister à l'envie, je m'étais posé toutes les questions, etc., mais j'ai pas su résister à l'envie, donc j'ai rechuté, je l'ai prévu. Et comment est-ce que je vais me sentir après avoir rechuté et comment est-ce que ça va avoir un impact sur mon comportement plus tard? Est-ce que je vais me dire, bon, mais finalement je perds espoir, ce qui serait très dommage, mais disons qu'il faut savoir le prédire, ou est-ce que finalement, en fait, cette rechute-là, c'est qu'un événement? D'où l'importance des niveaux, en fin de compte, parce que ça permet de savoir jusqu'où on est allé, et soit de se rejauger et de changer les niveaux, soit de reprendre jusque là où on était et d'aller plus loin. Voilà. Par rapport aux nouveaux comportements et ces niveaux-là permettent de se situer globalement. Par contre, là où il y a un indicateur qui est le plus utile, c'est quand vous avez quantifié vos comportements. Vous avez quantifié par exemple que vous mangiez tant de sucreries par jour ou par mois. Imaginez un petit peu un graphique qui représente votre consommation. On a un déclin, parce que vous vous en souciez de plus en plus, vous avez une prise de conscience et vous essayez de réduire, vous essayez de repousser à chaque fois que vous en prenez, ce qui fait qu'au global, vous mangez moins de cochonneries, ou vous fumez moins de cigarettes. Donc on a un déclin, ça fait un peu les hauts et les bas, mais ça décline, ça va vers le bas, la tendance est vers le bas. Imaginez que vous avez une rechute, donc là on a d'un coup un pic, et derrière on a plein de questions qui arrivent. Et globalement, si on prend la période globale, de la prise de conscience jusqu'à ce pic, eh bien, on a quand même une moyenne à la baisse, on a une moyenne qui se dirige vers le bas. Donc, l'objectif, c'est, après la rechute, se dire, il y a de l'espoir, cette rechute ne vient pas annuler tous les efforts, c'était un événement que j'avais prévu, et en fait, est-ce que je vais redescendre progressivement pour arriver au point le plus bas juste avant cette rechute, ou alors est-ce que je vais profiter pour continuer là où j'en étais avant la rechute? Et c'est très important. En fin de compte, une rechute n'est pas un échec. C'est juste un point critique, mais qui ne retire pas tout le travail qui précède. Exactement. Et ce qui fait l'utilité de la rechute, le point le plus utile, c'est le moment de réflexion, le moment de prise de conscience, le moment où on se dit, tiens, j'ai fait une faute, ou j'ai un écart. Comment est-ce que je peux transformer ça dans un comportement plus utile, voilà. Comment est-ce que je peux rendre utile cet écart-là? Et est-ce qu'il serait intéressant dans ces cas-là de rajouter un renforçateur? Ça peut être
de le noter à chaque fois. Est-ce qu'il faudrait justement noter au fur et à mesure tous les jours ou toutes les semaines la consommation qu'il y a eu, de manière à ce que si jamais il y a une difficulté, on puisse se dire oui, mais j'ai réussi à diminuer de temps et avoir un repère de se dire voilà déjà de quoi je suis capable. Bien sûr. Ouais, il faudrait avoir un renforçateur, un écrit ou autre. Si ça vous aide, uniquement si ça vous aide à vous conforter dans l'idée que vous êtes efficace sur ce que vous êtes en train de faire. D'accord. Si vous avez des doutes sur l'efficacité que vous êtes en train de faire, vous pouvez tenter. Mais si par contre ça doit vous obséder et vous dire là je suis en train de ne pas respecter mon graphique, eh bien peut-être que c'est pas forcément la meilleure solution. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur cet épisode. On a vu quand même pas mal d'éléments concrets. Alors je rappelle à tous les abonnés sur Patreon que vous aurez accès au résumé complet de cet épisode, reprenant toutes les étapes clés. Un grand merci Pierre pour toutes tes réponses. J'aimerais savoir si nos auditeurs souhaitent te contacter, par quel biais ils pourraient le faire. Est-ce que tu as un site ou un email ou autre pour qu'ils puissent te contacter assez facilement? Oui, pas de problème. Alors, j'ai une adresse que je communiquerai qui sera dans les commentaires du podcast. Bien sûr, oui, je pourrais. Oui, voilà, vous pouvez me contacter. Après, je n'ai pas de cabinet, donc je ne suis pas praticien au sens libéral. Donc Pierre ne fera pas votre suivi en psychologie. Je ne fais pas de suivi, mais par contre je suis intéressé pour échanger avec les personnes qui rencontrent des difficultés et je peux conseiller des ouvrages ou des courants qui pourraient aider les personnes. D'accord. Et étant donné que tu travailles dans l'ergonomie aussi, tous ceux qui souhaitent être dans le développement, ça peut être de sites web ou autre, tu interviens un petit peu dans ce domaine-là? Oui, voilà, j'interviens en tant que freelance sur la conception de solutions, dans l'idée où les produits doivent répondre justement à ces enjeux de utilité et utilisabilité pour les personnes. Ok. Je suis ouvert. Je laisserai ton email dans les commentaires. Ok. Un grand merci, je te souhaite une bonne soirée. On va bientôt arriver à l'heure du couvre-feu, donc je ne vais pas te retarder plus longtemps. Allez, merci bien. Merci Kevin. On est des cons car on confond tout. On a tous de petites voix qui parlent au fond de nous. La voix du con ou la voix de la raison. Mais vu qu'on est des cons, on écoute la voix du con. La voix de la raison, on l'écoute jamais. Au contraire, on lui demande son avis en dernier. Des fois elle nous dit fais pas ça, mais nous on le fait quand même. Comme ça on a plein d'emmerdes. Tous les trucs à la con qu'on fait quand même. T'as du cancer mais tu fumes quand même. T'as plus de fric, t'achètes des fringues quand même. T'aimes ta femme, tu la trompes quand même.